Ça, c'est de l'ashwagandha. Ici, c'est sous la forme de capsules, mais originellement, c'est cultivé sous la forme d'une racine, principalement en Inde. On peut soit croquer directement la racine, ou alors faire sécher la racine, la réduire en poudre, puis ensuite en consommer avec de l'eau quand on en a envie. Cette plante a été utilisée dans la médecine traditionnelle indienne depuis plus de 3000 ans, mais elle est principalement devenue populaire sur les 5 dernières années à cause de ce genre de vidéos. I feel depressed. Don't feel that way. You don't understand. You're right, I don't understand. My parents are fighting like every day. Who's winning? Ce genre de vidéo fait paraître l'ashwagandha comme une énième trend des influenceurs looks maxing mal alpha qui essayent de vendre plein de produits comme des alpha gummies, de la testostérone naturelle ou des stéroïdes naturels, qui sont tous des produits qui ont été discrédités par la science et qui sont parfois même dangereux. Mais alors, est-ce que c'est vraiment juste de mettre l'ashwagandha dans ce même panier? Eh ben, pour répondre à cette question, j'ai fait de la recherche et j'ai rassemblé pas mal d'études scientifiques. Mais avant de vous donner la réponse à laquelle je suis arrivé, je tiens à préciser que chez Healthy Spirit, on ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Notre but, ce n'est pas de créditer ou de discréditer un produit, simplement de vous présenter les faits pour vous aider à prendre une décision informée. Et comme d'habitude, toutes les ressources et toutes les études qui sont mentionnées dans cette vidéo sont disponibles en description, donc vous pouvez tout vérifier vous-même. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Bon, une simple capsule d'ashwagandha comme ça peut contenir des dizaines et des dizaines de molécules qui ont plein d'effets, mais avant de commencer, c'est important, je pense, de faire un point sur la méthodologie qui est utilisée. Bon, je vais pas m'attarder trop longtemps parce que je pense pas que c'est les détails qui vous intéressent le plus, mais dans toutes les études que j'ai utilisées, on utilise ce qu'on appelle un groupe placebo. Donc un groupe placebo, c'est un groupe à qui on donne quelque chose, pas de l'ashwagandha mais une poudre qui ressemble à l'ashwagandha mais qui n'a aucun effet sur le corps, et on dit aux personnes de ce groupe que l'on leur a donné de l'ashwagandha. Pourquoi on fait ça exactement? Parce que l'effet placebo, c'est un effet qui est réel, qui existe et qui a été mesuré de nombreuses fois. Et si je décidais de simplement donner de l'ashwagandha à un groupe et d'observer ce qui se passait, alors peut-être que simplement le fait que ces personnes-là croient que l'ashwagandha va leur faire du bien, va faire en sorte que physiologiquement quelque chose va se passer et du bien va être créé. Mais dans ce cas-là, je pourrais pas savoir est-ce que le bien physiologique est créé par l'ashwagandha en soi ou par cette idée, cette réflexion psychologique que l'ashwagandha va faire du bien. Et c'est pour ça que généralement, dans des études scientifiques, on compare généralement le groupe sur lequel on essaye de mesurer un changement à un groupe placebo. En faisant ça, ça permet de s'assurer que tous les effets qui sont observés sont réellement ou ont la plus grande chance d'avoir été causés par de l'ashwagandha et pas par un effet psychologique. Il y a deux grandes familles de molécules présentes dans l'ashwagandha et la première grande famille, c'est ce qu'on appelle les alcaloïdes. Les alcaloïdes, c'est de composés qui sont hydrophobes, donc qui sont solubles dans l'huile, ce qui leur permet de traverser la barrière entre votre sang et votre cerveau. C'est environ la même structure que peut avoir la caféine, la nicotine ou la cocaïne, mais attention, les effets sont très différents. Dans le cas de la nicotine par exemple, cette molécule vient littéralement prendre la place d'un neurotransmetteur super important dans le cerveau qui s'appelle acétylcholine, et à travers de nombreux procédés, c'est ce qui crée la dépendance. Alors que dans le cas des alcaloïdes qui sont présents dans l'ashwagandha, jamais une de ces molécules ne va venir prendre la place d'un neurotransmetteur. Et les effets sont généralement beaucoup moins grands que ceux des autres alcaloïdes, ce qui fait qu'on ne peut pas les considérer comme des drogues et qu'ils ne créent aucune forme de dépendance. Il y a plusieurs types d'alcaloïdes présents dans l'ashwagandha, on peut citer la witanine, la somnine, la somniférine, la tropine, et il y en a beaucoup d'autres. Et leur rôle en général, c'est de servir de médiateur ou de modulateur pour permettre de stabiliser certains réseaux neuronaux. Il faut savoir que votre cerveau est constamment actif. Que ce soit lorsque vous êtes en train de dormir, lorsque vous regardez une série, ou même lorsque vous avez une anesthésie générale et qu'on vous fait une opération. Tout au long de votre vie, vos neurones n'arrêtent jamais de fonctionner et n'arrêtent jamais d'envoyer des signaux sous la forme de potentiel d'action. Donc on peut voir votre cerveau comme une sorte d'usine avec des travailleurs qui ne s'arrêtent littéralement jamais de travailler. D'ailleurs, c'est une très bonne analogie pour expliquer la suite. Dans une usine où les travailleurs ne s'arrêtent jamais de travailler et travaillent super fort, on peut imaginer que ce ne soit pas idéal pour la productivité de l'usine. Pourquoi? Parce qu'éventuellement ils finiraient par tomber malades et il y aurait de graves problèmes qui pourraient se créer. Donc dans ce cas-là, ça serait dans l'intérêt ou le bénéfice de l'usine de créer des mécanismes qui permettraient aux travailleurs de ne pas travailler trop fort et de ne pas se tuer à la tâche. Et ça, c'est exactement ce que votre cerveau fait. Lorsque les neurones de votre cerveau sont très actifs, vous vous mettez à sécréter du cortisol, ce qui au court terme n'est pas un problème, mais au long terme peut avoir des effets très néfastes. Ce qui se passe avec un alcaloïde dans une situation de stress, c'est que la molécule vient se fixer à la surface de vos neurones et vient réduire son excitabilité. Mais dans le cas de l'ashwagandha, c'est fait à très petite échelle, parce que grandement réduire l'excitabilité d'un neurone, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Dans le cas du cannabis par exemple, ça peut totalement vous faire perdre la raison. D'ailleurs, une étude qualitative a été menée en 2022 sur des étudiants universitaires cherchant à mesurer l'impact de l'ashwagandha sur leur niveau de stress.
Cette étude a été faite par The Journal of Medicinal Food, une revue scientifique reconnue et évaluée par des pairs, et l'étude a observé une amélioration significative chez les étudiants universitaires au niveau de la clarté mentale, de la qualité du sommeil, des niveaux d'énergie, et une diminution significative des niveaux de stress. La deuxième famille de molécules présentes dans l'ashwagandha est probablement la plus importante et la plus intéressante, ce sont les withanolides. Les withanolides, c'est une famille de molécules qui ont une structure très proche de celle des stéroïdes. Et ça leur permet de ne pas seulement agir à la surface des cellules, mais aussi d'être capable de rentrer et de causer des modifications au niveau du matériel génétique, ce qui leur permet d'avoir des effets durables et à long terme. La fonction principale des withanolides dans le cas de l'ashwagandha, c'est d'aider à réguler la production de cortisol. Mais avant tout, le cortisol, qu'est-ce que c'est? Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée la plupart du temps lorsque vous êtes stressé, même si elle peut être aussi sécrétée quand vous vous réveillez le matin et à plein d'autres moments durant la journée parce que c'est une hormone indispensable, mais souvent lorsque les niveaux de cortisol sont anormalement élevés, c'est à cause d'un niveau de stress ou d'anxiété très haut, ou alors à cause d'un manque de sommeil. La sécrétion de cortisol, c'est un mécanisme évolutif qui nous permet de réagir à un danger. Et ça nous permet entre autres de mettre notre corps en état d'alerte et de recruter plein de cellules immunitaires, comme une sorte d'armée qui est prête à se battre et à faire en sorte que l'on survive. Le problème, c'est que lorsque notre corps est en état d'alerte pendant trop longtemps et pour de mauvaises raisons, ce qui arrive souvent dans un état de stress chronique, alors ça peut avoir de graves dommages sur des cellules qui sont saines dans notre corps. Parce que les cellules immunitaires sont parfois non spécifiques et tuent tout ce qu'elles voient autour d'elles. Et aussi parce que le déploiement de cellules immunitaires met sur pause pas mal de mécanismes qui sont très importants. Donc une activation trop grande et prolongée de cortisol peut mener à plusieurs maladies immunitaires et psychiatriques comme le diabète de type 1 ou la dépression. Et le problème, c'est que dans nos temps modernes, on est beaucoup trop nombreux à être dans cette situation. Moi le premier, et sûrement que les étudiants vont le comprendre, mais quand je suis dans ma période d'examens finaux, je suis tout le temps en train de penser à mes examens parce que c'est une épreuve qui a le potentiel de changer ma vie, et c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais le problème, c'est que ces choses-là, à répétition, peuvent avoir de graves impacts sur ma santé et idéalement j'aimerais être capable de les contrôler. Et ce qui est intéressant avec les withanolides dans l'ashwagandha, c'est que ces molécules viennent interagir avec les récepteurs des glucocorticoïdes et viennent réguler et réduire la quantité d'ashwagandha qu'on produit lorsqu'on est en état de stress ou de manque de sommeil. Ce qui permet de passer à travers des périodes très stressantes sans nécessairement avoir tous les dégâts que ça peut causer sur le long terme sur notre santé. Dans cette étude qui a été réalisée en 2003, des chevaux ont été exposés à du stress chronique. Le stress chronique, c'est un stress auquel on est exposé sur de longues durées de temps, et pour pouvoir réaliser ces conditions de stress chronique, bon, c'est un peu triste, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un bracelet autour des pieds des chevaux et qu'il les électrocutait à des intervalles irréguliers pour qu'ils soient dans cette constante situation de stress. Et chez le groupe de chevaux qui consommaient de l'ashwagandha, on a remarqué une baisse significative des risques des maladies qui sont souvent associées au stress chronique, comme les ulcères gastriques, la dysfonction sexuelle et l'hyperglycémie. Le deuxième effet important que les withanolides peuvent avoir sur votre corps, c'est qu'ils permettent de vous protéger de certains composés nocifs qui sont créés lors de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est le procédé que votre corps utilise pour transformer le glucose en ATP, et l'ATP, c'est l'unité d'énergie que votre corps utilise pour toutes ces réactions chimiques. Donc sans respiration cellulaire, il n'y a rien qui peut se passer dans votre corps. Et ce procédé, il se passe dans un organelle à l'intérieur de la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Et le problème de ce processus, c'est que souvent il implique des échanges d'électrons, et que parfois, ces échanges d'électrons peuvent impliquer des erreurs. Et que ces erreurs peuvent créer des composés qu'on appelle radicaux libres, qui sont extrêmement dangereux. Ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est des molécules qui ont beaucoup trop d'électrons qu'elles ne devraient en avoir, et à cause de ça, ça les rend extrêmement réactives, et ça peut leur permettre de modifier certaines cellules, parfois de créer des mutations, et dans certains cas, ça peut mener à des cancers. Mais évidemment, il n'y a pas besoin de stresser, tout le monde produit ses radicaux libres, et votre corps a plein de moyens d'éliminer ces radicaux libres. Mais lorsqu'on est dans des situations de stress prolongé, c'est-à-dire que notre pression cardiaque est souvent haute, donc on fait souvent plus de respiration cellulaire, alors la quantité de radicaux libres produite va être plus haute, et dans ce cas-là, il y a plus de risques qu'ils deviennent nocifs. Dans le contexte des withanolides contenus dans l'ashwagandha, ce que ces molécules viennent faire, c'est qu'elles viennent s'attacher entre les deux membranes de la mitochondrie et qu'elles viennent solidifier toute la machinerie qui permet d'échanger les électrons. Et ça permet à la mitochondrie de faire beaucoup moins d'erreurs dans les transferts d'électrons lorsqu'elle produit de l'ATP. Mais l'effet des withanolides sur la mitochondrie, il s'arrête pas là. Ça permet pas seulement de protéger des radicaux libres, ça permet aussi de rendre la respiration cellulaire plus efficace en général. Par exemple, cette étude qui a été faite en 2015, essayait de mesurer l'impact de l'ashwagandha sur la croissance et la récupération musculaire. Ils ont fait passer un programme de musculation de 8 semaines à deux groupes,
un groupe placebo et un groupe qui consommait de l'ashwagandha. Et à la fin des 8 semaines, ils ont trouvé que le groupe qui avait consommé de l'ashwagandha pendant le programme avait une plus grande force, avait une meilleure récupération et avait moins de dommages à leurs fibres musculaires. Mais ça s'arrête pas qu'aux muscles. Cette étude qui a été faite en 2012 sur des athlètes déjà entraînés essayait de mesurer l'impact de l'ashwagandha sur leur capacité cardiovasculaire. Donc ils leur ont fait passer un programme et chez le groupe qui consommait de l'ashwagandha, ils ont mesuré une augmentation significative au niveau de la capacité aérobique maximale, qui est l'indicateur classique pour permettre de mesurer les capacités cardiovasculaires d'un athlète. Bon, maintenant qu'on a parlé des effets de l'ashwagandha, c'est important de se demander est-ce que l'ashwagandha c'est à 100% sécuritaire? Parce que comme souvent dans l'industrie pharmaceutique, tout bienfait vient avec ses effets secondaires. Et dans le cas de l'ashwagandha, il y a deux trucs qui sont généralement énoncés. Premièrement, c'est que l'ashwagandha pourrait causer la dépression. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et en soi, ça paraît logique, ça paraît même intuitif, parce qu'on se dirait que l'ashwagandha, qui est connue comme une plante qui détend, à force de trop nous détendre, on pourrait finir par ne plus porter trop de valeur à ce qu'il y a autour de nous, et finalement finir dépressif. J'ai essayé de chercher partout dans la littérature scientifique, mais il n'y a aucun lien clair entre la dépression et l'ashwagandha. Et ça, c'est sûrement dû au fait que l'ashwagandha, c'est une plante qui s'adapte plutôt bien aux effets de chacun et qui ne cause en général pas de gros débalancements. Mais il y a une exception à ça. Dans le cas de gens qui sont déjà atteints de troubles mentaux, qui sont déjà allés consulter un psychiatre et qui reçoivent déjà de la médication pour leur dépression, ou pour d'autres troubles mentaux, que ce soit de la schizophrénie ou de l'anxiété, alors le fait de consommer de l'ashwagandha peut être risqué dans certains cas. J'ai pas l'expérience pharmaceutique pour vous expliquer ce que l'ashwagandha fait dans ce cas-là, parce que chaque médicament et chaque antidépresseur a sa manière d'agir qui est très unique à lui-même, mais dans certains cas, l'ashwagandha peut interagir avec les médicaments et le rendre soit moins bon ou soit meilleur. Ça peut être très difficile à prédire et c'est pour ça qu'il faut consulter un professionnel qui a cette expertise et qui va être capable de savoir quel genre d'interaction il y a entre le médicament et l'ashwagandha. C'est aussi le cas dans certaines maladies comme l'hypothyroïdisme, où est-ce que l'ashwagandha peut interagir avec le médicament et parfois augmenter certains symptômes de la maladie. Donc il ne vient pas exacerber la maladie en elle-même, mais il rend la maladie plus difficile à vivre. Et dans ce cas-là, encore une fois, il faut consulter un médecin ou un pharmacien qui a cette expertise. Pour finir, il y a certains patients qui ont énoncé avoir des problèmes de foie lorsqu'ils consommaient de l'ashwagandha. Ça, c'est des cas cliniques isolés. Il n'y a jamais eu de recherche qui a lié l'ashwagandha a des problèmes de foie, même dans des doses extrêmement grandes. Donc, sur ce sujet, j'ai pas trop de commentaires à faire. Peut-être que dans quelques années, on trouvera un lien, mais pour le moment, je ne pense pas. Donc, au final, quoi en penser? Est-ce qu'il faut consommer de l'ashwagandha ou non? Évidemment, ça dépend de votre état de santé, mais à mon avis, et encore une fois, je suis pas un professionnel, mais je me base seulement sur les recherches que je vous ai montrées, je pense qu'une période en santé peut utiliser l'ashwagandha comme un outil intéressant pour être capable de gérer le stress et ses effets sur le corps. Parce qu'on néglige souvent les effets du stress sur le corps jusqu'à ce qu'ils nous touchent réellement. Évidemment, si vous êtes sceptique par rapport à ça, n'hésitez pas à aller parler à un pharmacien ou à votre médecin. Et encore une fois, si vous êtes dans une situation délicate, toujours vous adresser à votre médecin avant de consommer quoi que ce soit. Sur ce, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, que ce soit sur la dépression, la dopamine ou la caféine. Et je vous souhaite une très bonne journée.